Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast après une petite pause. Vous savez, le mois de décembre, c'est un petit peu difficile de faire coïncider les agendas de tout le monde et puis on avait beaucoup enregistré parce que la semaine prochaine, vous aurez droit à un épisode de Noël spécial, très long et peut-être sûrement même collector. Et on vous en parlera peut-être un petit peu plus tard. Pour ce faire aujourd'hui, on est donc 4 en m'incluant. Je vais commencer par le spécialiste ciné, parce que dans l'épisode de la semaine prochaine, on va un petit peu parler de cinéma. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du grand cinéma, notamment avec les films qui ont été abordés. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ça y est, je pense qu'on peut officiellement dire, là, après 30 matchs, on peut enfin tirer de vraies conclusions sur les équipes NBA. Ça y est, c'est parti. C'était un peu notre débat par rapport à une équipe en particulier à l'Ouest qui n'est pas au sujet du podcast d'aujourd'hui, mais qui va être abordée dans les semaines qui viennent. On s'était dit, est-ce qu'on doit attendre, on doit pas attendre? Je suis dans ton camp, moi, Constant. J'estime qu'au bout de 30 matchs, si tu peux pas juger au bout de 30 matchs, c'est qu'il y a un problème, en fait. Parce qu'on est au tir de la saison, au bout d'un moment, c'est le moment de juger. Gabin, comment ça va? On parle de tes Raptors aujourd'hui. Pour te répondre, dans ma vie personnelle, tout va bien, à merveille. Et dans ma vie de fan NBA, c'est très moyen. Mais on va en parler bientôt. En même temps, il est fan des Raptors, il a été gâté pendant 10 ans, quoi. Ouais, écoutez... Honnêtement, entre le fan des Raptors et le fan du Thunder, ça va. Enfin, il n'y a pas à plaindre. Moi, ça fait 3 ans que je me tape quand même de la bonne grosse chiasse tous les soirs. Hein. Tu vois, lui, il y a 3 ans, il était champion NBA, donc bon. Après, sur le passé récent, c'est vrai. Après, on a vécu LeBronto et hier, j'ai vu des tweets pour dire que maintenant, c'est KD Honto, un truc comme ça. C'est vrai que KD, déjà, au KC, il mettait des game winners à Toronto. Hein. Ça et ouais, c'est compliqué un peu. Madiane, on n'a pas ce genre de soucis. On souffre déjà beaucoup trop avec l'OM. Comment ça va, Madiane? Ça va très bien. Très très bien. Et puis, c'est ce que je disais. Quand on n'a pas d'équipe à supporter, on peut tirer à vue sur toutes les autres équipes. Personne peut nous tacler en retour. C'est ça qui est formidable. À vue. Je pense que déjà le ton est donné, tiré à vue, hein, au bout des 3 premières minutes. En tout cas, nous aujourd'hui, on va donc parler des Hawks mais également des Raptors en première partie. 2 équipes qui étaient plus ou moins mises, en tout cas selon nous, dans le même tiers, dans le même groupe de niveau à l'Est. On va se dire après 30 matchs, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Et elles risquent parfois d'être contraires et parfois bizarrement de se rapprocher. En tout cas, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, notamment YouTube. Vous êtes maintenant 1500. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Spotify, Apple Podcast. Toujours les 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remarque une ralentissement progressif du nombre de 5 étoiles ajoutées, alors que vous êtes de plus en plus à nous écouter. Donc c'est un paradoxe qui me chagrine beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On va marquer une petite pause et puis on démarre. Alors moi je dois vous avouer les gars, Raptors, Toronto, le froid, à Séoul en ce moment il fait -15. Donc pour moi c'est pas vraiment un gros changement. On s'envole du côté du froid et on va du côté de Toronto. Honneur aux Raptors pour débuter. Et pour ce podcast, les gars, je vous ai proposé à la fois pour Toronto et pour Atlanta de démarrer avec quelque chose qu'on fait pas souvent, mais un petit exercice comme ça. Résumer la saison, ou le début de saison en l'occurrence, en un mot. Gabin, ce sont tes Raptors. Quel mot tu choisirais pour résumer le début de saison des Raptors? Frileux, parce que ça fait un paradoxe marrant avec le nord du Canada où il fait froid. Enfin, le nord du Canada. Le nord de l'Amérique. C'est compliqué. C'est l'équipe. Pourtant, on a gardé la même base que la saison dernière. Il y a eu très peu de changements dans l'effectif. On repartait avec une équipe jeune qui donc devait logiquement progresser après avoir fait 6e la saison dernière. Et en fait, on a fait un début de saison très moyen, correct. Et puis là, depuis la défaite face aux Pélicans, on est en 2-7 avec le magnifique back-to-back perdu 2 fois face au Magic d'Orlando. Bon, alors apparemment, c'est devenu la meilleure équipe de la NBA, mais quand même, sans leur faire offense, c'est en perdre 2, c'est compliqué. Et on va en parler, mais il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont très décevants sur ce début de saison. Donc c'est inquiétant.
inquiétant pour Gabin. Qu'est-ce qu'on dit de ton côté, toi, Constant? Quel serait le qualificatif que tu utiliserais pour parler de ces Raptors? Ah, j'hésite, hein. Pour rester dans un mot, je dirais décuvage. Et si j'ai le droit à 3 mots, si j'ai le droit à 3 mots, je dirais lendemain de cuite. Cette saison des Raptors. Oh, Eh ben, un décuvage, lendemain de cuite. En tout cas, c'est original, donc je te laisse enchaîner. Constant, pourquoi? Bah, on va en parler peut-être quand on entrera un peu plus dans le détail, mais j'ai l'impression vraiment que du côté de Toronto, la saison actuelle, en fait, c'est le contre-coup de ce qui s'est passé l'an dernier, notamment physiquement. Voilà, sans trop rentrer dans le détail, mais on sait que Nick Nurse s'est énormément reposé sur ses starters l'an dernier. Physiquement, c'est un peu plus difficile. Il y a d'autres facteurs qu'on pourra avancer, notamment offensivement, où c'est beaucoup plus compliqué que l'an dernier. Il y a aussi le facteur Covid qu'on pourra mettre en avant, le fait que les équipes se déplacent au complet du côté de Toronto, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier, se déplacent au complet et n'ont pas peur de choper le Covid et de ne pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Mais oui, pour moi, ces Raptors, on les a peut-être vus trop beaux en début de saison, de par la saison dernière, de par ce qu'ils ont fait la saison dernière, qui était une saison magnifique où, franchement, très peu de gens attendaient les Raptors 6e de la conférence Est. Et là, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, il y a le côté quand je dis décuvage, c'est un peu pour troller, mais il y a le côté retour à la réalité pour moi. Alors, on a eu frileux, décuvage. Madiane, c'est très inspiré, hein. Qu'est-ce que tu rajouterais? Eh ben moi je vais ajouter un mot, c'est trompe-l'œil concernant ce début de saison. Ce début de saison me perturbe un peu. Pourquoi? Parce que on parle d'une équipe qui est 10e à l'Est, qui est en 13 victoires, 16 défaites. Et quand je regarde les défaites, il y en a 7 par moins de 4 points d'écart pour seulement 2 victoires avec une marge de 4 points. Donc rien qu'en changeant un peu cette équation-là qui se joue à pas grand-chose, on pourrait avoir une toute autre lecture de leur début de saison et ils pourraient être dans le top 8 très facilement. Et autre point qui m'a beaucoup perturbé, c'est que c'est le 14e net rating de la NBA. Mm. Et c'est très étrange de voir une équipe qui, sur le papier statistiquement, est meilleure que, par exemple, les Hawks dont on va parler après, et qui a trois défaites d'écart vis-à-vis de cette équipe. C'est très bizarre. C'est pour ça que je dis trompe-l'œil, parce que il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas forcément aussi grave, ou en tout cas, je ne vois pas de motif aussi grave que je l'aurais pensé en regardant juste les chiffres et le bilan. Il y a des choses qui ne vont pas, mais le bilan est un peu sévère. Alors, en tout cas, bizarrement, même si le vocabulaire et le champ lexical est très différent à chaque fois, j'ai l'impression que vous exprimez tous à peu près le même sentiment, en fait, hein. D'un côté, le froid, d'un côté, le trompe-l'œil, et de l'autre, viticole, pour Constant. En tout cas, ce qu'on semble comprendre, et je vais vous amener là-dessus, je me garde mon mot pour les Hawks. Pour la partie Raptors, on a Gabin, spécialiste des Raptors, donc je me mets de côté. On a vraiment l'impression, et c'est ce que nous avait un peu glissé Tom, qui nous a proposé certains sujets ou certaines pistes aussi en préparation, de voir peut-être un contre-coup, ou en tout cas, il n'y a pas de lien, où on n'est pas sur une continuité par rapport à la saison dernière. Il y a un peu de discontinuité où on voit que, et Constant l'avait dit, il y a certains éléments qui n'ont pas perduré par rapport à la saison dernière. il y a peut-être un relâchement. En fait, il faut savoir que Nick Nurse, l'année dernière, il y a un très bon résultat, mais comme tu as dit, Constant, il s'est énormément appuyé sur les titulaires. Et en fait, c'était pas rare de voir les têtes d'affiche jouer des 40 minutes par match. C'est un des derniers coachs NBA qui fait ça. Et le risque, c'est là, en début de saison, peut-être que les joueurs des Raptors sont plus fatigués que les joueurs des autres équipes qui ont des temps de jeu plus ménagés. Parce que ils ont carburé pendant une saison entière pour finir 6e de conférence. Il y a sûrement un relâchement après qui est inconscient pour eux. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a des joueurs, c'est inexplicable, mais qui sont devenus moins bons depuis l'intersaison. Après, il n'y a pas assez de matchs pour commencer à
à s'affoler pour la carrière de certains. Mais pour moi, les gros changements, c'est Fred VanVleet déjà, qui est moins bon à 3 points alors que c'était une de ses spécialités, qui met moins de points, qui défend moins bien, je trouve. Et surtout, d'attaquer Gary Trent Jr. On sait qu'il avait un gros rôle pour prendre feu à 3 points sur certains matchs. Et là, à 3 points, c'est très compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai montré les problèmes. Pour moi, c'est en grosse partie, c'est la baisse de niveau de ces deux joueurs-là. Et justement, en fait, c'est à 3 points qu'on voit une grosse baisse chez les Raptors. Ils sont à 10,3 points rentrés par match. Et en efficacité, ils sont 29e. Donc, c'est très peu. 32% de réussite, c'est pas assez. Donc, il faut absolument que ces joueurs, en tout cas, reviennent au niveau parce que le 3 points repose sur eux en grosse partie. On va revenir là-dessus. Le nom a été prononcé Gary Trent. Je vais te laisser continuer là-dessus, Constant, et on va parler. Et Madiane, si t'as aussi des billes là-dessus sur le backcourt, parce qu'effectivement, dans le marasme, le mot est peut-être un peu fort, mais dans les difficultés de Toronto sur le début de la saison, on va y revenir. Il y a toujours l'attaque de mi-terrain. Ça, c'est une espèce de constante depuis plusieurs années. Mais il y a aussi le backcourt avec Fred VanVleet où il y a des contre-performances sur les débuts de saison. Ouais, Gabin parlait il n'y a pas de raison de s'affoler. Je pense qu'il y a un agent qui doit être en train de bien s'affoler quand il voit les performances de Gary Trent. Ça doit être l'agent de Gary Trent parce qu'il se dit, oula, il y a un an, j'aurais pu prendre une très grosse commission. Là, ça risque d'être un poil plus compliqué. Non, Gabin l'a déjà un peu souligné. Pour moi, le vrai problème du côté de Toronto, c'est clairement la faiblesse de ton backcourt, ou en tout cas la régression de niveau de ton backcourt. Parce que vous allez checker toutes les stats à 3 points de Toronto, c'est une catastrophe. 29e pourcentage de réussite à 3 points, mais même en termes de fréquence sur les 3 points grands ouverts, ils sont 26e de la ligue et 27e en efficacité. C'est-à-dire qu'ils ont pas de 3 points grands ouverts et en plus ils les mettent pas. Alors que pourtant, quand on regarde l'effectif des Raptors, tu te dis, Gary Trent, Fred VanVleet, même OG Anunoby, il y a moyen d'avoir du spacing dans cette équipe. Pascal Siakam est capable d'en mettre un de temps en temps. Scottie Barnes, c'est en progression, même si c'est largement perfectible. Et le problème, c'est que ton deuxième joueur avec le usage le plus important de l'équipe derrière Pascal Siakam, c'est Fred VanVleet. Et quand ton deuxième joueur avec l'usage le plus élevé tourne à 38% au tir, tu ne peux pas avoir une attaque viable dans ce cas de figure. Ça n'est pas possible. Et du côté de Gary Trent, ça soulève un espèce de paradoxe et de problème que tu peux avoir avec ce type de joueur, c'est que Gary Trent ne t'apporte pas de sécurité ou de fiabilité match après match. Pour moi, il est dans un rôle, c'est un Jordan Clarkson bonifié, dans le sens où il est starter dans une franchise NBA, mais il a à peu près le même rôle et le même style de jeu que Jordan Clarkson, capable de prendre feu à distance, capable de poser un dribble de temps en temps, fait pas grand chose en défense. Et je trouve que tu regardes les configurations offensives des Raptors, Gary Trent, c'est la 4e, voire la 3e option de cette équipe, offensivement. Et je trouve pas que ce soit vraiment viable. Et l'an dernier, il avait fait une très bonne saison, comme Fred VanVleet avait fait une très bonne saison. Et dès que ces deux-là sont à des pourcentages assez cataclysmiques, notamment en termes de réussite à 3 points, il y a quand même, Gary Trent est à 31% de réussite à 3 points, si je dis pas de bêtises. Fred VanVleet est à 30. Dès que ces deux-là ne mettent plus leurs 3 points, l'attaque des Raptors se retrouve très vite limitée. Il n'y a pas de solution. VanVleet, la trajectoire de carrière est assez intéressante parce que si on prend les 4 dernières saisons, 2019-2020, donc celle après le titre du coup, très très fort au niveau de l'efficacité au tir, 2020-2021, énorme baisse, il est 31e pourcentile. L'année dernière, il remonte, cette année, il redescend. Donc, il y a un peu au niveau du tir de Fred VanVleet, il y a certaines questions. Madiane, ça a été abordé par Constant, l'attaque de mi-terrain des Raptors. Constant a dit un truc très intéressant. Je cite, il y a moyen d'avoir du spacing dans cette équipe. Est-ce que c'est pas le problème avec les Raptors, justement? C'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a moyen d'avoir du spacing, mais il y en a jamais. Première chose. Deuxième chose, les passeurs. Est-ce que ce sont là les deux problèmes, Madiane?
Oh, bah, ça pointe déjà pas mal de difficultés et là-dessus, en fait, ce qui est très étonnant dans cette attaque et ce qui rend l'analyse très difficile, c'est que quand on la regarde, c'est par exemple une attaque qui va pas beaucoup perdre de ballon. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, leur attaque perd pas beaucoup de ballons. Du coup, ils encaissent moins de transition parce qu'on parlera de leur défense, mais il y a beaucoup de choses qui me font pas de ce côté-là du terrain. Et je m'étais dit, et quand j'ai cherché pourquoi, je me suis d'abord dit, ils donnent beaucoup de paniers faciles en transition. Bah non, en fait, leur attaque est plutôt académique là-dessus. Mais en fait, ils n'arrivent pas à se créer des bonnes positions de tir. C'est qu'au-delà de ça, leur baisse de pourcentage, c'est aussi des déficits qu'ils ont, je trouve, dans leur façon de créer des opportunités de tir, où les tirs que doivent mettre leurs joueurs sont quand même un poil trop compliqués, et ce qui peut expliquer, tu peux pas avoir une baisse de régime de tes shooters aussi impressionnante de tous les côtés. Et moi, je pense que c'est un défaut de jeu avant tout, et je pointe pas trop les responsabilités individuelles. Alors, Van Fleet, c'est un peu un cas à part parce que il a une tendance à réussir à mettre des tirs difficiles qu'il ne met plus maintenant, mais quand même, on lui facilite pas le boulot. Et quand t'es un joueur offensif et que t'as pas des tirs faciles, et qu'après on te demande de mettre que des tirs difficiles, c'est très compliqué. Alors que dans une série où tu alternes des tirs faciles et des tirs difficiles, où t'es un peu en jambes, tu peux mettre tes tirs difficiles. Là, en fait, ils passent leur temps à enchaîner des tirs plutôt difficiles, notamment à 3 points, ce qui fait qu'ils sont en catastrophe sur la réussite, mais c'est pas des mauvais tireurs. Et moi, je trouve que c'est le playmaking global de cette équipe qui fait défaut. C'est c'est le problème et ça se retranscrit bien dans les stats. Comme tu l'as dit, ils sont premiers en turnover percentage, donc c'est l'équipe qui perd le moins de ballons. Par contre, en assist percentage, ils sont 26e. Ça Ouais. montre il y a une dichotomie énorme. Il y a une dichotomie énorme. Et au niveau des pull-ups, ils sont, puisque du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de jeux collectifs, donc c'est beaucoup de pull-ups. Ils sont 8e en fréquence, ils sont 27e en efficacité. Je pense que la stat qui fait le plus mal pour les Raptors, c'est en isolation. C'est la 3e équipe qui tente le plus d'isolation en fréquence. Ils sont en TP nultième, donc 28e en efficacité. Ça ne peut pas, en fait. Mais tu perds pas le ballon si tu le passes jamais, en C'est fait. ça, c'est complètement ça. Mais du coup, tu ne te crées pas des tirs ouverts à 3 points, comme on l'a souligné. Tu n'as pas d'action collective. Et c'est un point qu'on peut souligner, c'est que le backcourt Fred VanVleet, Gary Trent Jr., il est quand même, on sait que dans la NBA de 2022, des meneurs purement académiques, il y en a très peu, mais t'as quand même deux quasiment shooting guard à qui tu demandes de créer. Alors un petit peu Scotty Barnes, un petit peu Pascal Siakam, mais quand ces deux-là sont pas dedans, Siakam a loupé des matchs par exemple, tu dois t'en remettre à la capacité de création de Fred VanVleet et de Gary Trent Jr. Et là, pour le coup, t'es vraiment en difficulté. Selon moi, en fait, Fred VanVleet, le problème, c'est que c'est pas un créateur de jeu. C'est un excellent scoreur, mais c'est pas un créateur, c'est pas un meneur gestionnaire, comme pouvait l'être Kyle Lowry, en fait. Il était Et très bien à côté de Kyle Lowry. voilà, et j'aimais beaucoup du coup voir ce duo-là sur le backcourt. Et en fait, il nous manque peut-être. J'aimerais bien avoir Fred VanVleet en second ball handler et pas devoir créer le jeu parce que c'est pas, il est pas, il excelle pas dans ce domaine-là. Je veux pas dire qu'il est mauvais non plus, mais c'est pas un bon meneur gestionnaire dans la ligue. Que Et dans cette équipe, Siakam donne l'impression d'être le meilleur passeur de l'effectif, celui qui arrive à trouver les meilleures opportunités offensives pour ses coéquipiers, notamment parce que du coup les défenses vont beaucoup sur lui. Et là, je trouve que le jeu des Raptors arrive à respirer un peu parce que Siakam va beaucoup attirer l'attention. C'est quand même très représentatif des problèmes. T'as personne sur ton backcourt qui arrive vraiment cette année. Mais du coup, ce bilan-là, les gars, j'ai l'impression qu'on le fait, alors, pas avec ces spécificités-là, mais plus ou moins tous les ans. C'est-à-dire que cette année encore, les Raptors sont l'équipe qui joue le plus de transition NBA parce qu'on sait que c'est un moyen pour eux de faciliter les faiblesses sur demi-terrain. Si on va de l'autre côté du terrain, du coup, en défense, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement des inquiétudes? Parce que on connaît un peu l'équation Raptors, c'est toujours, bon, sur de l'attaque de demi-terrain, c'est difficile, comme on a dit, pour X raisons, mais on va vivre en transition, on va asphyxier les équipes adverses avec beaucoup d'ailiers, et sur de la saison régulière, ça peut passer parce que les équipes s'adaptent pas tant que ça. Gabin, cette année, est-ce que il n'y a pas aussi des petits soucis en défense? Elle laisse un peu plus passer que d'habitude. Ouais,
mais est-ce qu'avant de parler des problèmes, on peut juste féliciter OG Anunoby? Ben, avant de taper dans le vif du sujet, juste dire que il y a des choses qui vont bien en ce début de saison et OG Anunoby en défense, c'est une chose qui marche très bien. Il a fait la progression qu'on attendait. Offensivement, c'est mieux et surtout défensivement, il commence à prendre un vrai rôle. Et cette année, on parle de lui comme un Deepoy et pour l'instant, ça serait vraiment pas choquant de le considérer comme le Deepoy du début de saison. Il y a 2-3 concurrents quand même. Hein. Il y a des Ouais. concurrents, mais ça se discute. Il est dans la discussion, alors que les années précédentes, on n'en parlait pas autant. Il y a vraiment eu un gap de niveau. Et maintenant, le problème défensif, par contre, à part lui, il est réel. Déjà, quand je trouve que Fred VanVleet et Gary Trent Jr. se sont relâchés, j'ai trouvé bon sur la saison précédente, et là, cette année, je les trouve pas autant, je dirais pas concernés, mais ils font beaucoup plus d'erreurs. Et aussi, au poste 5, il y a des tests. On n'a toujours pas de bons 7-footers sur lequel on peut s'appuyer. Donc, en attendant, on a testé le rookie Christian Coloco. Alors, moi, il me pose plusieurs problèmes. C'est plutôt optimiste ce qu'il propose sur ce début de saison parce qu'on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. C'est un très bon protecteur de cercle. Par contre, par exemple, hier face aux Nets, il y a des moments où les Nets ont joué à 5-out, on l'a fait sortir, et il ne sait pas jouer une fois qu'on l'a sorti. Et le problème, c'est que du coup, on s'est fait allumer à l'intérieur justement parce que Christian Coloco, il y a juste à le faire sortir de sa raquette qu'il adore, et ensuite il est, je dirais, inefficace. Et ce qui est grave avec ce joueur, c'est que en défense, j'ai montré que c'était un bon défenseur près du cercle, mais il a quand même des défauts. Et quand il est sur le terrain, offensivement, les Raptors attaquent à 4. En fait, à part réceptionner certains lobes, il a aucune utilité offensivement. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et la question, elle se pose toujours, est-ce qu'il faudrait pas aller chercher un vrai pivot du côté des Raptors? Mais la défense, après, elle est bonne. Mais pour cette équipe-là, je m'attendais à être dans les top 10 défense de la ligue. Bah, en fait, j'aurais pas attaqué sur l'intérieur justement. Moi, le problème, la défense, je trouve que c'est pas l'intérieur qui fait le plus défaut parce que mine de rien, quand tu regardes les statistiques dans la peinture, par exemple, un des trucs qui permet à cette défense de pas prendre l'eau, parce qu'il y a des stats qui sont très négatives, c'est notamment qu'ils arrivent bien à verrouiller le rebond, à empêcher les secondes chances. C'est une défense aussi qui arrive très facilement à forcer les pertes de balles parce que collectivement, je trouve que les rotations sont bien respectées. Il y a une discipline globale. Il y a des choses qui vont bien. Par contre, moi, c'est sur les contestations de tir, notamment à mi-distance, où là, le bac courte, et on n'a pas cité son nom, Scotty Barnes, ça ne va pas. Alors, c'est pas vraiment le backcourt Scotty Barnes, mais Mais non, mais que ce soit, en fait, tout ce qui est attaque à mi-distance d'un extérieur adverse, même si des fois c'est les ailiers, en fait, ça monte pas. Il y a un moment de flottement. C'est pas assez agressif. Et je suis désolé, 48,8% au tir contre eux. Mm. 48,8. Les équipes shootent extrêmement bien contre eux. Donc heureusement qu'ils perdent pas trop le ballon, qu'ils donnent pas trop de secondes chances, parce que justement, une équipe qui donne aussi peu de secondes chances offensivement, une équipe qui perd aussi peu la balle en attaque et qui provoque pas de contre-attaque et qui se retrouve autant derrière défensivement, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je suis désolé, tu peux pas laisser l'équipe adverse shooter à quasiment 50%. Et c'est pour moi aussi une des pistes d'explication sur pourquoi est-ce qu'ils perdent autant de manière serrée, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui sait pas stopper. Ils savent pas faire les stops au bon moment. Et forcément, quand tu ne sais pas faire des stops dans les moments clés, notamment dans ton quatrième quart-temps, bah ouais, tu perds 7 fois par moins de 4 points d'écart parce que tu as défaut défensivement et que tu n'y arrives pas. Et c'est un vrai mal dans cette équipe. Et je pense pas que c'est au niveau de la défense dans la peinture que je ciblerais, mais vraiment, par contre, il faut que les défenseurs plutôt, entre guillemets, extérieurs, ben, essaye d'être un peu plus agressif parce que je trouve que ça flotte un peu par moment. Constant. ouais, mais pas seulement sur les mi-distances. Toronto est la 3e équipe qui laisse le plus de 3 points grand ouverts.
C'est pas forcément sur les mid-range. Et les adversaires encore, ils sont que 7e entre guillemets en efficacité pour la 3e équipe qu'en laisse le plus. Donc ils pourraient se faire sanctionner même encore plus sévèrement. Et le problème, en fait, quand tu regardes moi je serais peut-être un poil moins sévère sur la défense de Toronto, parce que quand tu vas checker les tracking et les play tap en fonction des différentes actions et que tu vas chercher les stats défensives, il y a aucune stat où Toronto prend l'eau. En points par possession, ils sont jamais premiers en points encaissés partout, ils sont average à peu près partout. Il y a un seul point où ils sont mauvais défensivement, c'est les pick and roll ball handler, où ils sont 6e pire défense en points par possession. Les pick and roll ball handler, je suis désolé, c'est parce que des Fred VanVleet, des Gary Trent se font cibler sur pick and roll. Et t'as pas de pivot. Et tu n'as pas de pivot, bien sûr. Et c'est là mon problème. Et je pense que depuis le départ de Jonas Valanciunas, il faut être honnête, Toronto a cette problématique du pivot. Alors il y a eu Serge Ibaka qui est venu recoller, il y a eu Marc Gasol et Serge Ibaka qui sont venus recoller les morceaux lors du titre. Mais depuis leur départ, il y a toujours cette problématique du pivot. On se rappelle déjà l'an dernier Toronto lors de la série de playoffs face aux Sixers. On se disait comment ils vont se débrouiller parce que ils ont vraiment pas de quoi envoyer quelque chose sur Joel Embiid. Ils ont souvent des postes 4 qu'ils essayent de décaler au poste 5 parce qu'ils sont un peu grands, un peu athlétiques, notamment Chris Boucher qui joue des minutes au poste 5. Et Gabin, tu parlais de Christian Koloko. Moi, je trouve que ça dit tellement de choses sur la saison des Raptors quand tu es obligé de demander autant à un pick 33 de la draft. Et tu parlais du fait qu'ils attaquaient à 4, mais c'est normal, il n'y a pas de création pour les autres. Koloko, si tu l'utilises pas, non mais si Koloko, il tourne bien dans une attaque bien huilée. Tu le mets, je sais pas, à Golden State ou à Utah ou à Indiana, des équipes qui tournent très bien la balle, qui pratiquent un beau jeu collectif. Il serait bien plus impliqué offensivement, il serait encore plus une menace. Mais là, comme il n'y a pas de création pour les autres, bah, effectivement, t'attaques à 4. Et défensivement, je trouve que l'implication de Koloko et de lui demander autant de minutes, ça montre que du côté des Raptors, ils n'ont pas solutionné ce problème à l'intérieur, mais si je dois effectivement pointer un truc sur leur défense, c'est que la paire Fred VanVleet, Gary Trent Jr., défensivement, en 2022, ça n'est pas viable. Si tu veux viser un minimum haut, ça n'est pas viable. Et si tu ajoutes à ça la régression défensive de Scottie Barnes, qui est quand même bien nette cette année, même si offensivement, il propose un peu plus que l'an dernier, défensivement, je trouve que c'est quand même assez mauvais ce qu'il propose. Et en plus, il a une réputation de très bon défenseur, ce que je comprends pas trop. J'ai l'impression Toronto. est surfaite. Quand tu joues à Toronto, un peu, t'as cette image. Gary Trent est vu comme un très bon défenseur parce que justement il joue dans la défense de Toronto, mais c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que les gens ont vu Scottie Barnes faire des presses tout terrain, ils se sont dit oh quel incroyable défenseur. Donc mais pour moi défensivement c'est vraiment la paire VanVleet Gary Trent Jr. qui est trop pénalisante, sachant qu'ils apportent pas spécialement offensivement. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est sur toute cette attaque de pick and roll pour un peu compléter, c'est que en fait je trouve qu'ils sont pas assez agressifs sur le porteur de balle, ce qui fait que du coup il y a forcément un joueur du corner qui vient compenser pour fermer l'accès au cercle, ce qui marche parce que du coup les points sont pas donnés facilement près du cercle, mais derrière dans leur corner ça relève du miracle qu'il se fasse pas allumer plus que ça, mais je vois des séries de possessions que j'ai vues ce matin où tu les vois se faire allumer parce que du coup forcément tu viens compenser, tu peux pas faire ta rotation défensive, c'est un 3 points ouvert dans le corner et t'as peut-être empêché le gars de marquer dans ta raquette, mais t'as pas solutionné ton problème quoi, parce que là tu dépends que de la réussite adverse pour être une bonne défense sur ton match. Si je te donne, Gabin, il faut muscler ton jeu, Gabin. Si je te donne les clés, là, je te donne les clés des Raptors, on va conclure le chapitre Raptors comme cela. Donc, Fred VanVleet, on en a parlé un peu négativement, est sous contrat cette saison, l'année prochaine, c'est une player option. Gary Trent est sous contrat cette saison, l'année prochaine, c'est une player option. Il reste un an de plus après cette saison à Pascal Siakam. On n'a pas eu le temps de parler de son contrat, mais vraisemblablement, vu encore une fois le niveau de Pascal Siakam, c'est un des bons points.
vous allez voir, c'est un podcast, on va essayer de mettre en avant les mauvais points des deux équipes. Il sera prolongé, mais en tout cas, ce qu'on peut voir globalement, Gabin, c'est qu'il y a une fenêtre d'ouverture qui commence à s'ouvrir pour se délester de certains contrats. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on attend la fin de la saison? Est-ce qu'on commence à bouger à la trade deadline? Qu'est-ce qu'on fait si je te donne les clés de Toronto là? Qu'est-ce que tu fais? Là, tout de suite, je serais pour attendre encore un petit peu. La saison dernière, ça a bien marché. Là, je pense qu'il faudra attendre peut-être 15 matchs en plus. Et si on est encore vers la 10e position, c'est là où il va falloir commencer à agir. Parce que, ok, l'effectif est jeune, mais à un moment donné, par exemple, Pascal Siakam a 28 ans, Van Vliet a 28 ans. Si on doit faire quelque chose, c'est maintenant aussi. Il va pas falloir commencer à attendre que, par exemple, Barnes rentre dans son prime parce qu'on n'a pas ce temps-là. Et peut-être aller chercher soit un pivot, je donnerai des noms, ou alors soit un meneur plus gestionnaire, ou capable de créer pour lui-même, d'attirer les défenses et donc de créer un meilleur jeu que le fait actuellement, par exemple, Fred VanVleet. Et par exemple, au poste 5, il y a deux noms qui me viennent en tête comme ça. C'est Kristaps Porzingis et celui-là, je sais qu'il va faire du bruit, Karl Anthony Towns. Alors, Alors, Alors là, J'attends. Là, on attend. Là, on est très curieux. Oui, ma là, défense, elle est nulle à l'intérieur. Ramenons Karl Anthony Towns, les gars. non, mais ramenons Kristaps Porzingis aussi. Ouais, c'est vrai que ça, j'avais oublié que Tu voulais un pivot, tu veux Porzingis. Défends-toi, Non, Gabin. Défends tes positions. je pars sur 4. Porzingis, en fait, mon point de vue, je me dis l'équipe pour l'instant elle galère à 3 points et elle galère aussi à la création sous le cercle. Et pourquoi pas en fait résoudre le problème en amenant un Karl Anthony Towns, mais par contre ça veut dire que si tu veux Karl Anthony Towns, tu es obligé de lâcher soit Siakam, soit Des choix de Barnes draft. Beaucoup. et des choix Tu de veux draft. On en Victor a ou 3 à lâcher. quoi, Gabin? Non, je veux pas Victor. On pourra pas, on est trop fort. Mais je pense qu'en faisant ça, on peut jouer avec un 5-out et exploser offensivement et défensivement rester bon. Même avec un 4 en 5, l'année dernière, Non, ça non, fonctionnait aux Wolves. Là, cette année, c'est très compliqué à Minnesota. Si on attend plusieurs semaines en plus, il pourra éventuellement être disponible. Je pense que les Wolves sont trop dans la merde avec les pics envoyés pour Gobert pour lâcher 4. Mais Après l'option Porzi, honnêtement, elle avait été pas proposée par Tom, mais susurrée par Tom, dira-t-on. Le fait est que les gars, si on regarde le marché, il n'y a pas trop d'options en 5, hein, globalement. Hein. Si tu vas aller chercher quelque chose, il n'y a pas d'options. Hein. Donc, Thomas Bryant. Il y a Thomas Bryant. Je préfère chercher SO, un gros ball handler qu'un 5. Hein. Ah, mais ça coûte toi, le largement 5, c'est plus pas la cher aussi. prio. Ouais, bah, il propose 4. C'est 4, ça coûte cher. Hein. Ah ouais, non, mais 4, je peux moi, pas pour le l'avoir, prix de 4, je prends un ball handler. Hein. Ouais, mais du coup, si j'étends un peu la question à vous deux, Madiane et Constant, assez rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a été assez négatif, on s'excuse, on sait qu'il y a une... vous allez voir, il va y avoir un petit jeu dans l'épisode de la semaine prochaine par rapport aux endroits où on est écouté dans le monde, et on sait qu'on a une communauté canadienne qui nous écoute, notamment. Bref, qu'est-ce qu'on fait? On a été négatif, les gars, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on peut se qualifier du côté du play-in avec les Raptors et que ça reste quand même solide? Qu'est-ce qu'on fait? Je vois Constant froncer très fort, donc vas-y, Constant. Non, mais la carotte du play-in, Adam Silver a une idée de génie en mettant la carotte. C'est tellement du une bonne idée. C'est une idée incroyable, hein, parce que du coup, ça fait qu'il y a des gars qui font des panic buy. Bon, c'est un terme footballistique, mais il y en a qui font des panic moves juste pour se dire ah putain, on peut accrocher le play-in. Moi, je trouve que il y a rien de pire que d'être médiocre en NBA, quoi. C'est vraiment la 11e place. Tu peux pas faire pire. Je préfère être 15e que d'être 11e, très honnêtement. Après, qu'est-ce que peut faire les Raptors? C'est la question que je me pose, parce que la situation actuelle et le mauvais début de saison a mis Masai dans une posture un peu inconfortable. Et je pense que c'est peut-être la première fois qu'il se retrouve dans une situation aussi inconfortable à la mi-décembre. Parce que voilà, après les éliminations en play-off, il pouvait se retrouver dans des situations inconfortables. Là,
qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec le même roster en disant ça va recliquer comme ça a cliqué l'an dernier, sachant qu'on l'a pas précisé, mais l'an dernier Toronto était en pourcentage de victoire, était dans le clutch, était la 8e équipe, c'était la 8e équipe en pourcentage de victoire. Cette année ils sont 20e. Elle est là la vraie différence, c'est que l'an dernier Toronto gagnait ses matchs dans le clutch, cette année elle les gagne pas. Et ça rejoint ce que dit Madiane, c'est que ta défense n'est pas capable de faire les stops au moment où il le faut. Donc après au niveau des renforts, quels sont les joueurs réellement disponibles et pas utopiquement qui pourraient apporter aux Raptors et leur faire passer un cap. Et quand j'entends leur faire passer un cap, c'est pas terminer 8e de la conférence Est. J'en vois très peu. Sachant que dans le recrutement, tu vois, tu parlais des fins de contrat, il y a quand même eu 2-3 erreurs qui ont été faites. Enfin voilà, vous regardez le match de cette nuit, Boucher, Watanabe qui a été laissé partir du côté des Nets pour signer Juancho Hernan Gomez. Ça, c'est des erreurs. Non, mais ça peut paraître anodin, mais c'est ces petits joueurs de complément qui peuvent, enfin, je pense que les Nets, ils sont très contents d'avoir Watanabe. Il leur fait basculer 2-3 matchs cette saison, notamment dans le clutch. Donc, ouais, au niveau des renforts, c'est compliqué parce qu'en plus, des Fred VanVleet, des Gary Trent Jr., ils ont pas de valeur marchande. Hormis le côté contrat expirant, mais Fred VanVleet, je j'ai pas la stat sous les yeux, je sais pas à combien elle est s'appeler. Il est à 22, presque 23, 22. Ouais. Il risque de la prendre, hein, vu la saison qu'il fait, il risque de la prendre. Il va la prendre. Donc ils ont pas de valeur marchande. Il peut l'abandonner pour plus long vu son âge. S'il réussit à choper un contrat un peu long, enfin s'il envisage pouvoir choper un contrat un peu long, même si on sait que le tampering est un peu interdit, on sait que ça discute quand même avant. Après, s'il sent qu'il peut avoir long, vu sa saison, il peut prendre. Vu sa saison et les équipes qui ont du cap l'été prochain, il faudrait que ce soit une prolongation du côté de Toronto. Et puis il était All-Star l'année dernière. Ouais. VanVleet, ça reste un meneur sous-dimensionné qui est pas porteur de balle. C'est compliqué, ouais. hein. C'est compliqué, ça. Hein. Mais c'est ce qui manque, hein. C'est pas assez de playmaking sur le backcourt, hein. Donc en fait, il faudrait pour accompagner VanVleet un meneur qui défend bien, grand, plus dimensionné et qui gère mieux le ballon et le clutch. Je pense que ça n'existe pas. Tyrese, bien vu. Tyrese Haliburton. Ouais, ils le lâcheront pas. Hein. Je pense que c'est mort. Non, mais ça. Mais en tout cas, si tu dois te renforcer, pour moi, tu te renforces sur ton backcourt parce que les pivots. Moi, j'aime bien les pivots, mais un meneur ou un arrière All-Star te fera plus basculer ton équipe qu'un pivot All-Star. Dans la situation des Hawks, c'est vrai. Après, il faudrait parler de la valeur de remplacement des pivots. C'est tout un autre débat. Mais le temps avance. Et on a un deuxième sujet que j'affectionne tout particulièrement. Donc, envolons-nous. Notre équipe favorite, Ben. Du côté d'Atlanta. Son joueur favori, même. Et son joueur. Oh, moi aussi, je l'adore. Il commence à faire froid, là, non? Ice là, il fait, là, il fait froid, là. Il fait très froid. Ce qui est froid, c'est, tu sais, dans Touquet, quand tu tires à 10 mètres trois fois de suite et que ça marche pas, t'as le truc qui s'affiche en bleu en mode arrête tes conneries, gros. Ouais. Ah, mais ce qui est bleu, c'est la shot chart de triangle à 3 points. C'est pour ça qu'il a froid. Il y a du bleu partout, là. Là, c'est très bleu, ouais. Du coup, Gabin, t'avais choisi frileux comme mot-clé pour les Raptors. En soi, tu peux garder le même. Mais qu'est-ce que tu vas choisir, du coup? Arrogance. Et ça m'énerve, en fait. Ils ont fait, on en a parlé en off, quand ils ont fait une énorme série playoff où ils sont arrivés en finale de conf. Depuis, c'est moyen, voire mauvais pour ce qu'on attendait d'eux. Et je trouve qu'ils parlent beaucoup trop pour ce qu'ils montrent réellement. Sur l'année dernière, Trae Young qui disait en conférence de presse oui, bon, on galère, mais vous savez, la saison régulière, c'est pas hyper important. Nous, c'est les playoffs c'est aux playoffs qu'il va falloir se montrer. Mais ça, c'est des discours, mais même des joueurs comme LeBron James ne disent pas ça. Eux qui ont gagné des titres. Ah, si, LeBron, il a dit ça. Il a dit ça? Oui, c'est peut-être un mauvais exemple, alors. Bien sûr, non, mais c'est les dernières années aux Lakers, là, quand ils allaient pas en playoff, en février, où il disait, non, mais je crois qu'il l'a dit l'an dernier, où vous nous jugerez en playoff sur son équipe d'All-Star, tous vieillissants, là, je crois qu'ils ont fait ça. Ok, je m'excuse, alors, très mauvais exemple. N'empêche que, ça pour dire, LeBron, j'allais dire, il a gagné des titres dans sa vie.
Trae Young, pour l'instant, il est en finale de conférence, alors c'est bien. Mais moi, j'aimerais qu'il reste un peu plus humble. Voilà. Alors, le procès sur le côté humble, je vais mixer le sens. Madiane, du coup, ton mot-clé. Ça joue mal. C'est pas un mot, ça. C'est pas un mot, j'allais dire stéréotypé. C'est du coup, je redis l'anecdote pour les auditeurs. Donc du coup, quand je prépare l'épisode, du coup, j'ai mis sur ma télé dans le salon des matchs des Hawks et puis je les enchaînais, je regardais un peu, je picorais, je prenais des notes et j'ai reçu une remarque de la part de quelqu'un qui ne regarde pas du tout le basket, qui me dit ça joue mal quand même là, non? Et pour que quelqu'un s'en rende compte alors que le basket, ça connaît pas. Enfin, je trouve que c'était représentatif, c'est-à-dire que ça se voit. C'est pas que moi. J'ai l'impression que ça se voit et dans les stats, je suis désolé, ce ballon ne circule pas assez. C'est-à-dire, c'est de l'héliocentrisme, mais sans circulation de balle. Et encore même, ils sont pas si héliocentriques que ça. Je m'attendais à pire. Enfin, faut que ce C'est déjà ballon pas mal circule. quand Il n'y même, a pas de jeu Madiane. collectif. Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est un tout. C'est pas que sur le joueur. C'est global et c'est collectif. Je trouve que ça joue mal et que il n'y a pas de collectif. Je sens pas une équipe impliquée offensivement. Ça devrait être meilleur que ça offensivement et ça ne l'est pas. On est que dans le positif là. Constant, est-ce que tu vas ramener un peu de soleil dans nos vies? Non, je dirais frustrant. Ouais. Ils- Très honnêtement, ils me font penser, alors ça va être en lien avec le podcast de la semaine prochaine, mais ils me font penser aux Wizards à l'époque John Wall et Bradley Beal, quoi. C'est vraiment, non mais, en fait, tu regardes l'effectif des Hawks et tu te dis, mais ils ont tellement moyen d'être top 4 de la conférence Est, et c'est frustrant. Il y a plein de joueurs que je trouve talentueux, Dejounte Murray, DeAndre Hunter, même John Collins. Je suis pas le plus grand fan de John Collins, mais il peut t'apporter plein de bonnes choses. On y reviendra tout à l'heure. Ils ont Capella. Capella. Ils ont le futur meilleur joueur de la ligue avec AJ Griffin. Non, je plaisante. Mais non, mais AJ Griffin. Enfin voilà, déjà quand tu as un rookie qui te sauve la mise 2 fois au buzzer en 30 matchs, ça montre qu'il y a des soucis. C'est globalement la saison des Hawks, j'allais dire des Raptors, la saison des Hawks, c'est un bon début avec une opposition un peu moindre. Ça commence à redescendre petit à petit. Il y a 2 buzzer beaters de AJ Griffin pour venir sauver un petit peu et embellir la partie de saison. Et là, tu commences à descendre de plus en plus dans le moche depuis la blessure à peu près de Dejounte Murray. Ouais. Et j'allais dire, comparé aux Raptors, je les trouve pas meilleurs. En bossant les deux équipes, j'ai pas l'impression qu'ils sont meilleurs que les Raptors. Moi, je les trouve un poil meilleurs. Parce que quand tu checkes les statistiques, offensivement, il y a plus de raisons d'être satisfait du jeu que les Raptors sur certains points. Sur ces Hawks, j'ai forcément un mot-clé. Forcément. Vu mon amour illimité pour cette franchise et cette équipe en particulier dans sa construction actuelle, j'utiliserai le mot contresens. Pourquoi? Quand je vois les Hawks jouer, alors déjà, premier contresens, alors ça c'est le contresens originel de l'intersaison, c'est une équipe qui a hypothéqué son futur, mais qui avait déjà fait des moves et des mouvements pour éviter d'être trop dans la taxe et payer beaucoup trop, notamment avec le Werther, etc. Donc premier contresens, quand tu hypothèques comme tu l'as fait dans le cadre du trade de DeJounte Murray, tu n'es pas censé jouer, voilà, et faire ce genre de calcul. Deuxième contresens, le nouveau porteur de balle, on en a parlé à l'ajout de DeJounte Murray, et tu l'as sous-entendu, Madiane. Nous, on s'était dit quoi? Bon, ok, on va essayer de délester un peu Trae Young, on va essayer sur séquence de jouer avec du triangle loin du ballon, et de le délester, d'offrir une nouvelle image à cette attaque. C'est pas ça qui se passe du tout. Trae Young, par rapport à l'année dernière, il a le ballon en moyenne 30 secondes de moins. C'est toujours dans le top 5 des joueurs qui a le plus le ballon dans la ligue. Et à côté de lui, on a rajouté un mec qui a le ballon presque 6 minutes par match. Donc en gros, aux deux, ils sont à 14 minutes
de ballons par match. 14 minutes pour 2 joueurs. Je rappelle la durée d'un match de basket, si les gens sont pas au courant quand même. Enfin, 48 minutes, donc 14 minutes pour 2 joueurs. Ils sont derniers au niveau des passes et de très loin en NBA. Donc c'est un contresens collectif. Et mon dernier contresens, c'est celui des ambitions avec une rotation aussi faible. Tu l'as dit, Constant, mais enfin, tu l'as sous-entendu. La rotation, il y a combien de joueurs à qui on fait confiance sur des minutes même importantes de saison régulière? Il y en a très peu. C'est le 24e banc. 24e. Et ma question, les gars, parce que c'est très intéressant, Constant a dit à un moment, c'est une équipe qui a le talent pour jouer top 4. Est-ce qu'on se fourvoie pas, les gars? Parce que moi, ma grande théorie avec les Hawks, c'est qu'en gros, on a eu une série de playoffs, on a eu 3 semaines de très bon niveau en playoffs, mais si je prends l'intégralité des 3 dernières années en termes de production, c'est une équipe play-in. Je veux dire, il y a rien qui me laisse penser que c'est une équipe qui mérite un autre destin que celui du play-in, et je répéterai, je finirai là-dessus, ce que j'ai toujours dit vis-à-vis de ces Hawks, cette qualification en playoffs, c'est un cadeau empoisonné. Parce que ça a totalement décuplé leur volonté, décuplé leurs ambitions, et ils n'ont pas l'effectif fait pour, tout simplement. Si je peux me permettre, peut-être que ces Hawks ont volé trop près du soleil et se sont brûlés les ailes comme Icar. Magnifique. C'était le point culturel. Est-ce que ils se sont, enfin, est-ce que d'être allé en playoff, c'est un cadeau empoisonné, mais est-ce que le cadeau empoisonné, c'est pas le proprio des Hawks qui dit un an plus tôt à Travis Schlenk, tu me fais une équipe qui va en playoff l'an prochain, sinon t'es viré. Et du coup, il se retrouve à faire Danilo Gallinari, toutes ces signatures qui n'avaient aucun sens quand tu regardais le projet des Hawks. Et c'est typiquement les Hawks, c'est un truc que moi je redoute et que je défends souvent quand on parle du Thunder, c'est ne pas griller tes étapes dans une reconstruction parce que sinon tu peux te retrouver dans un entre-deux dans lequel tu ne peux pas t'extirper. C'est peut-être ce problème des Hawks. Rappelons que l'ami Triangle avait aussi à l'époque un peu tapé du poing sur la table au niveau des résultats, de l'équipe, etc. Et il y a le coach qui saute dans l'affaire d'ailleurs. Il y a le coach. Ouais. Tu vois par exemple, et ensuite parlons du terrain, parce que c'est très intéressant le terrain. Par extension, alors l'exercice mental a très peu d'intérêt, mais tu t'imagines qu'ils perdent au second tour contre les Sixers, voire pendant leur run de playoff, voire qu'ils ne passent même pas le premier tour contre les Knicks. Macmillan, il est viré à la fin de la saison. Il passe pas la saison. Je pense pas. Je pense pas. Non, alors je pense qu'il reste parce que l'objectif c'était vraiment la qualification. Ouais. Ah non, je parle de cette saison maintenant. Imaginons que j'ai mal exposé le problème. Imaginons qu'il n'ait pas fait de run. Actuellement, son siège serait beaucoup plus chaud, en fait. Oui. Il serait à deux doigts d'être viré, actuellement. Ah, ça, c'est sûr. Mais même l'an dernier, je pense. Je pense que même l'an dernier, son siège aurait pu être éjectable. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et si on peut aller sur le terrain, les gars, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais et je vais rebondir sur toi, Madiane, la pauvreté offensive de cette équipe, on croirait, c'est du, il y a pas de passe, ils jouent les mêmes systèmes. Je regardais le match contre Orlando récemment, ils s'en prennent 50 en un carton. 50. Non, mais les mecs d'Orlando, le pick and roll Trae Young et la petite passe en cloche pour le dunk de Capella, ça fait 4 ans qu'ils voient cette action-là. Ils ont plus peur, les mecs. Ils défendent Capella en haut. Trae Young, vas-y, mets ton flotteur. T'es un bon mec au flotteur en NBA, il est à quoi, 45-50? On prend ça. Je pourrais parler beaucoup trop longtemps. Allez-y, les gars. Non, mais moi, c'est les photos que j'ai prises ce matin. Donc j'ai pris quand je prends des photos de ma télé, c'est très mauvais signe pour l'équipe. Mais t'as quel âge, Mathieu? Tu prends des photos comme ça avec un téléphone de ta télé? Ouais, parce que pour me souvenir de l'action quand je prépare l'épisode après, parce que je prends des notes et du coup au lieu de noter le timecode, je prends en photo je fais pause et je prends en photo le moment. C'est parce qu'en fait c'est des configurations offensives. Et contre les Sixers, il y a prise à 2 sur Trae Young en haut. Il y a rien. Pas une passe. Il se fait enfermer dans un coin et il se passe rien de ta possession. J'ai vu ça 3-4 fois. Je me suis dit non mais attendez, c'est une situation classique pourtant à préparer. Trae Young remonte la balle, il monte fort à 2 sur lui. Bon, il y a un truc qui doit jouer, il y a un système qui doit jouer. Non, il se passe rien. J'ai vu des possessions.
où il ne se passe rien de la 24e seconde de la possession, de la première seconde de la possession, jusqu'à ce qu'il en reste 7. Et là, ils déroulent une action offensive dans leur 4e quart-temps qui aboutit sur, t'as pas réussi à trouver un tir en 7 secondes. Bah oui, c'est logique. T'as pas initié un seul mouvement offensif pendant la majorité de ta possession. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir expliquer le concept de possession à la personne à côté de moi qui comprenait pas pourquoi ça m'énervait. Mais quand t'as 24 secondes, déroule sur tes 24 secondes. C'est la version 7 seconds or less de Nate McMillan. C'est pas tu tires en moins de 7 secondes, c'est tu trouves une possession offensive alors qu'il reste 7 secondes sur l'horloge. Non mais tu commences ta possession offensive, mais vraiment il y a des moments où leur action offensive commençait trop tard en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment tu peux être une équipe avec autant de talent offensif et faire ça? Justement, moi, ça manque pas de ball handler, ça manque pas de tir. Alors, le tir, je suis pas d'accord. Le tir, ça dépend, manque de mais ouf, hein. Ça, oui, non, c'est vrai que j'oubliais qu'il manque un joueur dont on va mentionner le nom juste après, mais c'est pas non plus une équipe où il y a que des peintres offensivement. Leur banc est discutable, mais leur 5 est très solide. Ça me frustre en fait de voir ça. Je vais lancer Constant et Gabin après, parce que je vais trop parler. Dans la manière dans laquelle ils jouent, le personnel n'est pas du tout adapté. Si ils ont une attaque totalement statique où il n'y a pas de passe, notamment avec du Trae Young ou du Dejounte Murray, alors ça va paraître fou ce que je vais dire, mais garde Kevin Huerter en fait. Oui. Si tu veux exactement. C'est ce que j'allais dire. Garde Kevin Huerter. Si tu veux que ton deuxième porteur de balle il soit dans le coin et qu'il bouge pas, tu gardes Kevin Huerter. Il coûtera moins cher dans 3 ans et en plus t'auras pas à balancer tout ton futur. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est parce que le manque de tir des Hawks, il est flagrant. 29e équipe en fréquence de 3 points, ils sont 27e en efficacité. Et en fréquence de catch and shoot, ils sont 26e en fréquence, 28e en efficacité. Cette équipe ne prend pas de catch and shoot. Comment les Hawks survivent? Ils sont premiers en fréquence sur les pull-ups, 5e en réussite. Le problème, c'est que la réussite sur les pull-ups, ça va, ça vient. Ça va pas durer toute la saison. Et comment ils survivent? Ils sont 2e en efficacité sur les transitions aussi. Voilà, des transitions et des pull-ups. Waouh! C'est le système offensif d'Atlanta, il est vraiment incroyable, hein. Et c'est ça qui me frustre, c'est que, je suis désolé, tu vois le roster, je me dis que, autant l'an dernier, ok, ça pouvait être un poil compliqué, mais là, t'as ajouté Dejounte Murray. Dejounte Murray qui est quand même loin d'être un peintre offensivement. Et le truc qui me frustre le plus dans cette attaque des Hawks, c'est que Trae Young ne s'est pas adapté à Dejounte Murray. C'est-à-dire que Trae Young, l'an dernier, il était à 39% d'usage. Là, tu dis, t'ajoutes Dejounte Murray, il va peut-être lâcher un peu la balle. 38.1 d'usage. Le mec a baissé d'1 point de pourcentage son usage, alors qu'il y a Dejounte Murray, quelqu'un qui était en usage l'an dernier, je sais plus combien il était, mais je crois qu'il était top 5 NBA. Ouais, il était très haut, Spurs. Je crois qu'il était top 5 NBA. Et non, tu t'en fais un espèce de spot-up shooter et de temps en temps tu lui fais une passe. Et encore, la plupart du temps, Dejounte Murray, il doit scorer quand Trae Young est pas sur le parquet et qu'il se retrouve avec la seconde minute, où ça marche pas si mal d'ailleurs. Parce que on balance beaucoup là de trucs négatifs sur les Hawks, mais je trouve que l'axe Dejounte Murray, DeAndre Hunter, Clint Capella, il marche bien. D'ailleurs, vous allez checker les line-up, les three-man line-up du côté d'Atlanta qui ont joué plus de 100 minutes. Les meilleurs net ratings, il y a toujours Clint Capella, DeAndre Hunter et Dejounte Murray qui traînent. Et il y a rarement Trae Young. Je suis désolé, mais il y a rarement Trae Young. Et je trouve qu'ils ont vraiment un axe qui est intéressant. En plus, c'est du 2-3-5, donc tu as moyen de faire quelque chose dans la NBA moderne. T'en as deux qui savent shooter à peu près de loin. T'en as un qui est capable de tout écraser sous le cercle si tu lances la balle à peu près correctement, et ils n'en font rien. Mais moi j'étais archi chaud sur le dossier Dejounte Murray quand il est arrivé, parce que je pense toujours aujourd'hui que c'était le bon choix à faire, vu que Trae Young fallait lui enlever un petit peu de responsabilité. L'attaque tournait beaucoup trop autour de lui, et finalement, comme tu l'as dit, il apprend pas à jouer avec, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a quelque chose à faire, et en fait la question c'est à quel point tout ça c'est de la faute en fait de McMillan. Parce que j'ai l'impression que
si on le force un peu, Trae Young, il pourrait bien apprendre à jouer avec Dejounte Murray, parce que Dejounte Murray, c'est un très bon joueur, et le reste du 5 de départ, c'est des joueurs corrects, enfin, des bons joueurs avec qui tu peux faire quelque chose, et c'est pas normal que l'attaque soit aussi dépendante comme ça de Trae Young, avec cet effectif. Hein. Enfin, faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, et pour moi, c'est le rôle du coach. Le truc, c'est que c'est un mec qui a joué toute sa vie comme ça, qui a 300 matchs en NBA. En fait, je vais même défendre Trae Young. Tu peux pas lui arriver du jour au lendemain. Bon, alors ça, bonjour, c'est Dejounte Murray. Alors on va lâcher la balle et on va mettre en place des systèmes. Il faut et j'aime pas taper sur les coachs, mais Nate McMillan, c'est le degré zéro de l'inventivité au niveau des systèmes. Et offensivement, il y a rien du tout. Et ensuite, deuxième point, on en revient beaucoup sur la manière dont ont été élevés ou ont grandi les role-players à côté de Lady Andre Hunter, etc. Bon, ils ont perdu Cam Reddish en route, ils ont perdu Kevin Huerter. C'est des mecs qui ont jamais appris à avoir des responsabilités dans le playmaking. Ils ont rien. Donc en fait, si tu leur dis demain, et on sort petit à petit d'un héliocentrisme, je l'ai déjà dit, ils ne savent pas le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu alternes entre Dejounte Murray et Trae Young. Petit point, les gars. Si on va regarder sur peut-être un peu de positif, les choses qui peuvent s'améliorer. J'ai l'impression un des gros problèmes pour les Hawks, c'est mathématique. Tu l'as dit, constant au niveau des shoots qui contestent. Il y a une stat très intéressante sur cleaning de glace, on en a déjà parlé, c'est la localisation des shoots que tu prends du coup. Et d'un point de vue analytique, est-ce que c'est des bons shoots ou pas? Est-ce que tu concèdes beaucoup de tirs dans la raquette, à 3 points, dans le corner, etc. Les Hawks sont 29e, c'est-à-dire qu'ils concèdent des très très bons tirs. Seuls les Suns font pire. Et en attaque, ils sont 26e en défense et ils sont 29e en attaque. C'est-à-dire qu'ils concèdent de mauvais tirs et ils en prennent des mauvais. C'est-à-dire beaucoup de mi-distance. Est-ce que c'est pas déjà ça une des premières clés, les gars? C'est de retrouver, notamment pour Trae Young, une adresse à 3 points? Si, mais faudrait peut-être un peu plus le mettre en rythme. Parce que c'est le problème de... Et en fait, si vous allez regarder la fréquence des tirs de Trae Young, par rapport à l'an dernier, il a un peu modifié son jeu. C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait quand même quasiment un tir sur deux de Trae Young qui était un tir à 3 points. Un tir sur deux. Ça commence à faire beaucoup. Cette année, c'est seulement un tir sur 4. Donc il a réduit quasiment de moitié sa fréquence de tir à 3 points pour se concentrer un peu plus sur du mid-range, comme tu l'as dit, Ben. Et il y a un problème, c'est que Trae Young n'est pas un bon joueur près du cercle. En termes de réussite près du cercle, déjà, il n'était pas excellent l'an dernier, il était à 59%. Là, cette année, il est tombé à 54%. Il est dans le 29e percentile des guards en NBA en termes de réussite près du cercle. Donc, si tu as un meneur qui est réputé pour sa qualité à mettre des paniers à 3 points, qui ne prend plus ses paniers à 3 points et qui en plus le sanctionne plus près du cercle, tout en étant le pire joueur en defensive rating de ton équipe, ça commence à devenir compliqué. Et je pense que Trae Young, il aurait tout intérêt à lâcher sa balle. Mais il y a un moment, c'est fais confiance à tes coéquipiers. C'est quand même pas compliqué. Quand tu parlais du fait qu'il y avait certains jeunes qui ne pouvaient pas faire du playmaking. Il y a un gars qui a été drafté l'an dernier, c'est Jalen Johnson, en provenance de Duke, qui était capable de créer quand il était à Duke. Il voit quasiment pas le parquet. En fait, les Hawks, théoriquement, ils ont la matière pour être performants dans l'NBA 2022 avec un rim runner et des ailiers en pagaille, sauf que ces ailiers ne marchent pas. Il y a eu l'échec Cam Reddish, DeAndre Hunter fait ce qu'il peut, il y a AJ Griffin qui, pour l'instant, se développe jusqu'à quand? Et c'est ça le problème que j'ai avec ces Hawks, c'est que t'as les moyens, mais pour moi, c'est la responsabilité de ces Hawks qui ne marchent pas. C'est une responsabilité partagée entre Nate McMillan, qui est vraiment le degré, comme tu as dit, le degré zéro du coaching. Moi, j'ai même envie de dire, c'est Nate McMillan. T'as pas plus mid comme coach que Nate McMillan. Et entre lui et Trae Young, qui, pour moi, a quand même de gros reproches à se faire. Et puis peut-être les ambitions, les gars, si on veut continuer, les ambitions de franchise, parce que tu l'as dit, très peu de temps de jeu pour un Jalen Johnson, mais parce que quand tu as ces ambitions-là, tu peux pas lui offrir du temps de jeu, en fait. Et on en revient encore une fois à la pression qui est mise sur cet effectif. Madiane, justement, est-ce que c'est pas un peu ça? On a un petit peu parlé, mais peut-être tu as des billes sur ça pour aller en profondeur, sur l'importance et sur le temps de jeu. Quand on étudie le temps de jeu,
on voit qu'il y a des temps de jeu accordés à des joueurs qui sont pas taillés pour être des pièces importantes d'une équipe qui a ces ambitions-là. Ah non, clairement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de talent effectivement dans leur 5 de départ, mais quand on regarde certains joueurs qui voient le terrain, par exemple, bah, ils ont de la chance que Griffin ait réussi à contribuer parce que moi à la base, je suis pas censé compter sur lui quand je vois ce qu'ils ont investi et quand je vois ce qu'ils ont essayé de faire cette saison. C'est ça qui est très bizarre, c'est que Griffin, il a joué, c'est le 7e temps de jeu. Mm. Aaron Holiday, 8e temps de jeu. Jalen Johnson, 9e temps de jeu. 459 minutes. Est-ce que c'est des joueurs sur lesquels, quand tu me dis que tu as de l'ambition, quand tu as un joueur de 19 et un joueur de 21 ans, tu as aussi au Congo, dont j'ai pas parlé, mais lui à la limite, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Pareil, 6e temps de jeu. Enfin, c'est des jeunes joueurs. C'est pour ça que c'est très étonnant. C'est que d'un côté, tu fais une double temporalité où tu balances beaucoup de pics pour aller chercher des gens de Temeray, mais à côté, ça manque quand même un peu cruellement de joueurs expérimentés et vétérans. C'est très étonnant en fait d'être dans cette espèce de dualité. Et quand tu essaies d'être dans ce genre de double construction, c'est là où tu commences à avoir des difficultés parce que ça fait pas sens. Ça fait pas sens d'essayer de développer des joueurs jeunes et de te priver de vétérans expérimentés sur ton banc. Et d'un autre côté, de balancer autant de pics pour des gens de Temeray. Il y a quelque chose qui me dérange et clairement, la construction de l'effectif, effectivement, on en revient à ça, ce que disait Constant. C'est que je pense que effectivement, ils ont voulu aller trop vite, trop loin, que la finale de conf, en fait, il aurait mieux valu pour eux qu'ils tombent sur un hit cette saison-là et qu'ils se fassent taper au premier tour et qu'on n'en parle plus. Parce que là, ils se seraient dit, ok, on va franchir step by step, etc. Mais là, en fait, ils ont l'impression de régresser, donc ils font des moves pour essayer d'améliorer l'effectif, alors que c'est pas le moment de faire ça. Et c'est ce qui est très dommage. Et du coup, ça me permet d'arriver à un autre point, c'est que si t'as Trae Young, je pense que ton effectif et le fait d'avoir pris des gens de Temeray, c'était peut-être pas la chose à faire parce que au final, bah il s'adapte pas. Et je pense qu'il va jouer comme ça toute sa carrière, que on savait déjà à l'avance qu'à la fac il jouait comme ça, qu'ils l'ont pris en connaissance de cause, et ramener un deuxième ball handler comme ça dans un système qui se veut aussi héliocentré autour de Trae Young, et de mettre autant d'argent dedans, je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. Je commence vraiment à me dire que non, c'était une connerie. J'étais un peu enthousiaste, mais je commence vraiment à me dire non, c'est une équipe Trae Young, il doit garder la balle et jouer comme ça. Et du coup, il faut qu'on adapte le roster à ça. Je préfère avoir Werther. Après, au niveau du temps de jeu distribué à des joueurs faibles, il y a quand même la blessure de Bogdanovic pendant Ouais, là, il les revient à 25 peine. premiers matchs, et là il revient. Ce qui, du coup, va sûrement réduire le temps de jeu de Aaron Holiday et potentiellement de Jalen Johnson ou DJ Griffin. Est-ce que selon vous, c'est pas le moment, bah c'est peut-être un peu trop tard vu que Dejounte Murray est arrivé, mais de faire un petit pas en arrière pour mieux revenir, c'est-à-dire changer de coach, faire un transfert autour de Capella et en fait remiser un peu sur ta base jeune, te laisser 1 ou 2 ans pour revenir en fait plus préparé. Parce que là, ils ont des ambitions beaucoup trop hautes pour l'effectif et la manière de jouer qu'ils ont, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que virer le coach, c'est déjà une base. De toute façon, il passe pas l'année. Je serais très étonné je serais très étonné que Macmillan soit encore là à la fin de la saison. Ouais, Nash est disponible. Hein. Non, mais c'est une vraie, c'est quelque chose. C'est qu'en fait là, le problème de ce que je regarde, c'est que je me dis, est-ce que ça joue mal parce que, par exemple, Trae Young ne veut rien entendre, ou parce que personne n'ose lui dire quelque chose à ce sujet. Et je commence aussi à me dire, les possessions, comme j'ai vu, qui sont scandaleuses vraiment, que peuvent jouer parfois les Hawks, je ne comprends pas le rôle du coach dans tout ça, parce que n'importe quel coach devrait être en train de câbler sur son équipe si elle te sort des possessions, il commence à attaquer à 7 secondes de la fin. C'est pas logique. Et je pense que Macmillan, c'est un coach qui ne te permet pas de franchir un palier.
Et je pense ça n'aide pas dans le jeu. Il confie trop, je pense, à ses joueurs la responsabilité de ces questions-là, et il ne les dirige pas assez sur ces questions qui sont à mes yeux importantes. Mais du coup, c'est vrai qu'avant de juger, moi, j'aimerais bien voir cet effectif coaché par une autre équipe avant de savoir si on peut en faire quelque chose. Mais là, j'ai pas forcément de nom de candidat évident qui me viennent en tête. Mais Macmillan, pour l'instant, c'est catastrophique. Mais après, ça pose des questions sur l'effectif aussi, et la mentalité des joueurs. Parce que c'est le deuxième coach. On a eu Lloyd Pierce, ça n'a pas marché. Macmillan, on a cru que ça allait marcher. Finalement, c'est très moyen. Est-ce que vraiment c'est une équipe coachable ou... Mais moi, Rick Carlisle à Atlanta. Juste pour voir. Ouais, c'est clair. Je pense que là, Trae Young, il fait moins le malin et offensivement, la balle circule beaucoup plus. Mais vous savez, les gars, on va pas faire de ça un débat Trae Young où j'irai limite défendre Trae Young, mais c'est quand même incroyable, soit dit au passant, mais le fait est qu'on en a déjà discuté dans le DH20. Trae Young ne peut pas jouer off-ball, en fait. La série contre Miami, oui. Il suffit de voir les séquences où, pris dans la nasse, les Hawks se disent et Macmillan, ah tiens, ce que j'ai pas bossé de l'année, tiens, mettre Trae Young off-ball, parce que je critique souvent Trae Young, mais au bout d'un moment, quand le coach lui donne les clés de l'attaque et qu'il est jamais testé off-ball, quand tu joues ça sur une séquence contre Miami en playoff, ça peut pas marcher. Mais le fait est que Trae Young, vu sa stature, quand il joue dans le trafic, sur de la saison régulière, ça pourrait peut-être passer. Mais sur des playoffs, c'est impossible. Il se fait balader de partout, en fait, notamment avec des grands arrières. C'est pour cela, moi, j'invite vraiment, et c'est super symptomatique. Il y a 2 catastrophes industrielles récemment pour les Hawks. C'est la fin de match contre les Rockets et le début de match contre le Magic. J'invite les gens à aller voir ces deux bouts de match-là, parce que ces matchs-là sont très intéressants face à des bacs courtes assez grands, ou en tout cas où il est plus difficile de cacher Trae Young et où il y a beaucoup de longueur, notamment sur le Magic. C'est un truc qui posera toujours des problèmes à cet effectif-là. Donc, en soi, l'idée de Trae Young off-ball, je me demande à quel point c'est possible. Et deuxième chose, pour un petit peu de répondre à ta question, Gabin, le trade de Dejounte Murray, c'est un trade qui est une prolongation de contrat caché, parce que Dejounte Murray est en fin de contrat à la saison prochaine, fin de la saison prochaine. Tu traites pas 3 premiers tours de draft pour un mec que tu vas lâcher au bout de 2 ans. Ça n'existe pas. À part si il se fracasse avec Trae Young, ça n'arrivera pas. Donc en fait, c'est un mariage qui va durer plusieurs années déjà. Peut-être qu'on peut citer son nom, les gars, parce que c'est important et on arrive bientôt à la fin. John Collins, qui, comme d'habitude, est dans les rumeurs de transfert. Alors moi, je suis désolé, mais plus le temps avance, plus moi je trouve que c'est vraiment le dindon de la farce, parce que il est productif, John Collins. Mais son usage est réduit. Largement. S'il y en a un qui pâtit de l'arrivée de Dejounte Murray dans son usage, c'est lui. Il est passé de 19 à 14. Et finalement, less is more peut-être pour John Collins. Parce que finalement, il a jamais été aussi bon que quand il a moins la balle. Bizarrement. Mais moi, il y a quelque chose qui me perturbe autour de John Collins. C'est encore une fois, c'est de la construction d'effectifs. Tu as l'impression que dans le front office, personne n'y croyait à John Collins. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'un épisode des Hawks, on se disait tous, ils vont le laisser partir parce qu'on ne voit pas sa place autour de cet effectif. Et ils le gardent et ils le prolongent à prix d'or. Et maintenant, ils veulent le trader. Mais vous avez vu combien il touche par saison qu'il va récupérer? Surtout parce que tu le mets pas assez en valeur, finalement. Enfin, less is more, etc. Ok, mais il est pas incroyablement mis en valeur dans cet effectif des Hawks. Et donc, tu vas pas réussir, à moins encore de devoir lâcher des assets. Je pense que Collins, il va falloir lâcher des choses pour réussir à t'en débarrasser, parce que c'est quoi, c'est 22, 23 millions la saison? Quelque chose comme ça? Quasi 25, je crois. Et c'est surtout qu'est-ce que tu vas récupérer de meilleur que John Collins en lâchant son contrat et des assets? C'est ça, les gars. Est-ce que les Hawks ne se créent pas des problèmes parfois? C'est-à-dire que, typiquement, problème qui se crée, John Collins, deuxième problème, on va finir là-dessus, poste 5. Poste 5, on a donc Clint Capella. On a la sélection d'Onyeka Okongwu. Clint Capella est prolongé. On est donc dans une situation où Onyeka Okongwu reste un joueur de banc, je pense. Il y a des flashs à l'instant, mais il va entamer sa 4e saison l'année prochaine avec Clint Capella qui est, je pense, on peut le dire, et il y a plusieurs suiveurs des Hawks, notamment aux États-Unis, qui le disent, le meilleur joueur des Hawks sur le début de la saison, Clint Capella. Ton numéro 6 de draft,
va entamer la 4e saison, celle de son contrat, remplaçant. Avec, n'ayant jamais eu une seule chance de prouver ce qu'il valait en tant que titulaire. Normal, le mec devant lui est un des meilleurs pivots de la NBA défensivement. Est-ce qu'ils ils ont pas une capacité incroyable à se créer des problèmes? Enfin, parce que moi, elle a pas de sens, cette situation-là. Et je rappelle, le proprio, a priori, ne veut pas payer sa taxe. On est d'accord? 2023-2024, 160 millions de dollars déjà en lice. La taxe, elle est à 162 potentiellement. Ils vont pas faire mieux, hein. Ils vont rien changer, hein. S'ils gardent l'effectif tel quel, ils vont pas rajouter un joueur, hein. C'est le problème. En fait, le cas Okongwu, il devient problématique à partir de l'an dernier, j'ai envie de dire. Parce que tu choisis un pivot en 6 à la draft, quelle que soit sa position, j'ai envie de dire, tu sais que le pivot va pas être prêt avant sa 2e saison, très honnêtement. Mais il était blessé en plus. En plus, il était blessé, mais quand tu vois le profil de Okongwu, très brut physiquement, pas forcément le plus doué offensivement des pivots, tu te dis c'est un produit à polir. Donc moi, pour avoir 2 ans de Okongwu formé sous Clint Capella et qui sort du banc sans trop l'exposer, moi je suis ok. Mais il y a un moment où il faut passer le flambeau en fait, si tu veux vraiment développer sur ton pick 6. Il faut passer le flambeau. Et le problème, c'est que tu ne peux pas te débarrasser de Clint Capella parce que de 1, ça te ferait reculer sportivement, et de 2, quel message tu enverrais au reste de ton groupe en disant bon allez les gars, on a fait venir Dejounte Murray pour se renforcer, mais en fait on a notre pick 6 à développer, du coup on va s'affaiblir en tradant Clint Capella. En fait c'est limite un sujet qu'on pourrait aborder, c'est celui des doubles timelines, parce que c'est quand même un truc à la mode et un truc qui foire partout, les doubles timelines, notamment du côté d'Atlanta, mais aussi du côté de Golden State. Et en fait, ces doubles timelines, ça te met les pieds et poings liés où tu ne peux rien faire parce que ça va influer négativement d'un côté comme de l'autre. Et en 2024-2025, tu es déjà engagé sur 123 millions de dollars de salaire. Et dans ces 123 millions, il n'y a pas Bogdanovic, il n'y a pas Dejounte Murray, il n'y a pas Okongwu. Non, mais à un moment, si t'as des ambitions NBA, il faut sortir le chéquier aussi. Le proprio, il est bien gentil, mais ça n'existe pas une équipe qui va loin sans payer la taxe. Après, on en revient à la question originale. Mais t'as le potentiel de gagner avec ça? Non. À ce tarif-là? Quel est l'objectif aussi de base? C'est aussi la question de mais base. On sait pas. Tu vois, pour peut-être, et terminer là-dessus, après on n'était pas là la semaine dernière, on peut faire un poil plus long. Par rapport au Okongwu, moi je vais appeler ça le théorème Nick Claxton. Il faut aussi un moment que tu peux le former autant que tu veux, ton jeune pivot. Il faut un moment le mettre titulaire et qui prenne un peu l'eau, honnêtement. Comme peut le prendre Nick Claxton, qui est... Enfin, moi, je veux pas me réjouir de l'échec de Nick Claxton sur certaines séquences, mais le fait est qu'il y a une différence entre être un protecteur de cercle contre des bancs NBA et être un protecteur de cercle où tu joues plus ou moins tous les soirs un mec du top 30 NBA, en fait. C'est pas la même problématique. Et le fait est qu'il faut, Onyeka Okongwu, c'est pas le Time Lord Robert Williams, c'est un moment, il faut le mettre sur le terrain et il faut qu'il fasse des erreurs défensives comme il le fait actuellement, mais face à des titulaires où ça va te coûter bien plus cher. Et bien, tout ça va être au prix peut-être de Capella, ça va être au prix de beaucoup de choses. Et je sais pas si je parlerais de double timeline, tu vois, Constant, je parlerais juste de surresponsabilisation de jeunes joueurs. C'est-à-dire, ils ont eu des hauts choix de draft, alors qu'ils sont devenus très bons et ils se sont dit, OK, c'est un haut choix de draft, donc on va pouvoir l'intégrer dans notre effectif assez vite et le surresponsabiliser. Je pense pas que ça marche comme ça. Et que du coup, ils se sont trouvés dans une situation où ils avaient besoin de Capella, ils prolongent Capella, et ils se rendent compte que Capella fait le taf plus que prévu. Donc ils sont un peu embêtés. Les Hawks. Je pourrais faire un épisode de 2 heures sur eux, c'est fascinant les Hawks. Quelque chose à rajouter les gars, avant de terminer? Mais je pense que pour leur bien, de toute façon, avec cet effectif, ils iront jamais loin. Et pour leur bien, comme j'ai expliqué, il faudra qu'ils fassent un pas en arrière en tradant Capella, ça me vient en tête, pour laisser la place au Okongwu et laisser se développer le groupe, changer le coach. On prend du temps pour changer la mentalité, même si sur certains matchs, on prend des déculottés, le temps de trouver un rythme. Mais il faut tout changer, en fait. Là, le problème, c'est que plus ça, on dirait qu'ils sont les Hawks sont dans des sables mouvants.
C'est-à-dire que plus ils vont débattre comme ça, et plus ils vont s'enfoncer, parce que là, ils vont nulle part. Et au lieu de totalement, faudrait qu'ils changent de stratégie, en fait, que quelque chose se passe. Non, mais le problème, c'est que ils se sont envoyé leur pick aux Spurs, donc ils peuvent pas. C'est vrai. Ils peuvent pas, littéralement. Je pense que les Spurs ont fait l'une des meilleures affaires Clairement. de ces dernières années en envoyant Dejounte Murray pour aussi cher. Bon, peut-être Utah aussi doit se frotter les mains. Utah, ils se mettent bien aussi, oui. Utah, ils voient ce qui se passe dans Minnesota, ils font « Oh, ça sent bon cette affaire là, dis donc, là, c'est pas mal, hein !» Si on conclut, les gars, aujourd'hui, on a parlé de quoi? 2 équipes de play-off, 2 équipes de play-in, mais qui ne vont pas en play-off. On a parlé de quoi? C'est des équipes dont la range c'est entre 7 et 10 Ça globalement. serait bizarre de voir les Hawks et les Raptors, ou une des 2 équipes hors du play-in, Entre même 7 des et playoffs. 10 les deux, hein. Bah, le play-in, quoi. Non, pas le play-in, mais justement les playoffs. Moi, ça me... Voir les Non, Hawks hors des playoffs, ça me ferait bizarre quand même. Il y a trop de médiocrité à l'Est pour que ces 2 équipes sortent. C'est-à-dire que Les Knicks et les Pacers, Pacers, ça va... Oui, mais sur une bonne série, les Knicks, ils y étaient pas, ils font une série de 6 victoires, là, ils y sont. Là, les Raptors, ils sortent d'une série assez négative. Enfin, ça va très vite, en fait. Tu peux en perdre 4 ou 5 de suite et te retrouver très vite vers 10-11 et t'en regagnes 5 ou 6 de suite et tu te retrouves top 6, top 7. Ouais, Donc, mais c'est en fait, tu regardes la conférence Est, t'as les Hornets, le Magic et les Pistons qui sont déjà hors course, donc ça fait 3 spots. Et ensuite, t'as les 2 équipes qui, elles, sont dans une mouise, à savoir les Bulls et les Wizards. Mais en fait, même si t'es au-dessus, t'es top 10. Pour moi, ces 2 équipes-là ne peuvent pas descendre en dessous de 10 parce que t'en as 3 qui sont dans la course à victoire. Hormis Orlando, hein. Peut-être qu'ils vont gagner leurs 52 matchs restants et que ça y est, ça va devenir une équipe exceptionnelle. Mais Washington, je vais pas rajouter. Moi, Washington, ça y est, ça va être mon running gag parce que c'est une catastrophe, Washington. Ouais. Tous les ans, c'est merdique, quoi. C'est horrible. Et les Bulls, ça devient très compliqué aussi. Et eux, en termes de être pieds et poings liés, ils sont pas mal. Donc pour moi, vu la configuration de l'Est, ces 2 équipes peuvent pas faire pire que la 10e place. T'as une zone Knicks, Heat, Hawks, Pacers, Raptors, où j'ai l'impression que ça peut s'interchanger, mais que ça va rester entre 6 et 10. Mais le problème, c'est que ces 2 équipes dont on a parlé, il y a un plafond de verre avec les équipes du dessus. Les Cavs sont rentrés dans la discussion au-dessus, mais avec Bucks, Sixers et les Sixers sont limitants, mais oui, je pense qu'ils sont au-dessus. Bon, elles sont quand même dans cette avec catégorie. 2 équipes, hein, globalement dans la conférence Est. Il y a Milwaukee et Boston, hein, et après il y a clairement. Mais il y a quand même le premier groupe. T'as un tiers A, Milwaukee, Boston, un tiers B, Cavaliers, Nets et Sixers à voir potentiellement, je le rentre dedans. Et après t'as le tiers C, c'est le ventre mou. Mais les Raptors et les Hawks, tant qu'ils feront pas un mouvement majeur ou qu'ils changeront pas de stratégie ou qu'il y aura pas quelque chose, c'est des équipes qui vont rester dans ces tiers-là à se faire éliminer au premier ou second tour au grand max. Et c'est comme ils le veulent. Après, c'est des équipes avec des jeunes joueurs qui peuvent se développer. Donc, il y a rien de urgent à voir si on va bientôt avoir un mouvement sur une de ces 2 équipes. Le ventre mou de l'Est sera peut-être un des titres. On n'a pas encore déterminé le titre, mais c'est une des pistes qu'on peut aborder. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écouté les podcasts ACAD. Vous avez vu, il y a un peu plus d'interactivité. C'est parfois un peu plus brouillon, mais c'est parfois un peu plus vivant aussi également. On vous rappelle de nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, YouTube, Apple Podcast, Spotify, etc. Podcast Addict, blablabla. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, vous avez un épisode déjà enregistré, pas encore monté. Le montage de celui-ci me prend du temps, beaucoup de temps, parce qu'il y a des extraits musicaux improbables à aller chercher. Donc, ça prend du temps. Il y a une partie pour vous, parce que je remercie ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Donc, vous avez le droit à l'avant-première de ce qui va se passer. On aura une première partie basket, donc avec des questions 100% basket. On va parler notamment du match auquel on aimerait assister en direct. Parfois des petites questions un peu plus piquantes, la franchise qu'on pourrait annihiler, par exemple en NBA. Puis on a une deuxième partie, on parle musique,
nourriture, film, enfin bref, beaucoup de choses, la deuxième partie, et le tout, on est aux alentours de 2h30, un peu plus, donc un épisode de Noël très très massif, on va vous publier ça, et bien, du coup ça sera le 26, donc on vous rappelle, si vous nous découvrez, il faut absolument, je sais pas quelle opinion vous aurez de nous après, vous allez avoir de nous après, notamment les plaisirs coupables musicaux. Je pense qu'ensuite on va perdre certains auditeurs. Alors, ils sont très bien. Notamment, alors je dois citer le top 3, il y a 2 membres du top 3 ici, Tom, Constant, Madiane, c'est incroyable. Voilà. Donc, du coup, on va finir là-dessus. On vous invite à aller nous écouter la semaine prochaine. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, si d'ici là vous n'avez pas le temps de nous écouter. Et puis, on se retrouve très vite. Salut les gars et merci. Tchuss. Salut!